est particulièrement fiers aujourd'hui, Juliette et moi, de présenter cette table ronde, en tout cas de la modérer. C'est un sujet qu'on traite malheureusement assez peu, encore moins dans un lieu comme celui-ci à Cannes. Donc on est très très heureuse pour cette invitation, vraiment. J'ai envie de dire des sujets même qu'on traite peu. C'est ça, oui. Et voilà, donc aujourd'hui, on est plusieurs associations, on est 5 associations réunies ensemble pour discuter. Et peut-être qu'on va commencer par se présenter et présenter les associations. Oui. Pour commencer, moi je m'appelle Juliette Smadja, je suis actrice et autrice et je suis membre de l'ADA. Donc l'ADA, c'est l'association des acteuristes, c'est une association féministe, antiraciste et intersectionnelle qui essaye de veiller au bien-être des actrices marginalisées dans ce milieu du cinéma. Voilà, donc je représente l'ADA aujourd'hui et je modère aussi. Alors pareil, moi c'est Mathie Menzi, je suis heureuse d'être là et je représente le collectif 50-50, mais aujourd'hui je suis neutre. Voilà, le collectif 50-50, je ne sais pas si certaines connaissent. Levez la main ceux qui connaissent. Waouh! Génial. Donc, ouais, ceux qui ne connaissent pas, c'est dommage. Renseignez-vous. Le collectif 50-50, c'est une association qui œuvre à l'égalité, l'inclusion dans le cinéma et l'audiovisuel, qui existe depuis 2018. D'ailleurs, ça remonte là, mais on a fait une montée des marches en 2018, voilà, avec 72 personnalités du cinéma femmes qui représentaient les 72 sélections en compétition. Donc voilà, pour un festival qui existe depuis 1946, ça fait pas beaucoup, mais on travaille pour que les choses évoluent. Voilà pour en résumé le collectif 50-50. Et maintenant, je vous invite, s'il vous plaît, à vous présenter votre nom et la structure que vous représentez, si elle n'a pas déjà été présentée. Peut-être on commence par là. Voilà. Pour me présenter, donc moi je m'appelle Inès Damani, je suis la représentante du collectif Div+, qui a pour désir de ouvrir à la diversité les plateaux de cinéma, à la technique, devant la caméra et dans l'organisation. Et ça passe par des podcasts, des stages et un programme de mentorat. Je suis directrice photo et réalisatrice. Super. Oui, bonjour, je suis Jeanne Romana, je suis réalisatrice et aussi comédienne. Et je suis membre de Cinéastes non alignés. Donc, on se bat, en fait, pour être représentés et pour exister. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis Rama Ben Hamou El-Madani, Rahma Ben Hamou El-Madani, en arabe, pour ceux qui sont arabophones. Je suis donc entre Paris et le Maroc. Je suis productrice et réalisatrice, surtout réalisatrice. On a créé le collectif des cinéastes non alignés en 2016. On était affilié à Film Fatal, pour ceux ou celles qui connaissent, qui est basé aux États-Unis. Et ensuite, on est devenus les cinéastes non alignés pour parler, pour interpeller la profession sur les problématiques des femmes racisées dans le cinéma, aussi bien derrière la caméra, puisqu'on est toutes des réalisatrices, mais surtout dans la manière dont on nous représente et qu'est-ce qu'on dit, quel est l'imaginaire dans le cinéma concernant les femmes et aussi les hommes racisés, mais surtout les femmes racisées. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et tous, je suis Éléonore Masson et je suis membre du conseil d'administration du collectif 50-50 que Mathie a déjà présenté, donc je ne représenterai pas le collectif, et productrice et aux acquisitions pour une plateforme de streaming. Voilà. Bonjour, moi c'est Marie Schnackenburg, je suis comédienne et réalisatrice et je suis membre de l'ADA. Bonjour, moi c'est Tadeo Escalante, je suis scénariste et réalisateur et je suis président de l'association Représente Trans. Alors on œuvre pour une meilleure représentation transgenre dans la culture française et on a démarré avec une première action en 2020, c'était suite à une polémique sur les réseaux sociaux qui s'appelait Actora Trans. C'était en réaction, à l'époque il y avait beaucoup de rôles trans qui étaient joués par des actrices cisgenres, donc il y avait eu cette première polémique et nous la première action qu'on a faite c'est de dresser des annuaires qui recensent les actrices trans de France. Aujourd'hui on a plus de 250 profils, parce qu'il y a aussi les techniciens et techniciennes trans toujours de toute la France. Depuis, on a fait plein de choses, même si on est peu nombreux, mais on a fait de la documentation en accès libre et gratuit que vous pourrez retrouver sur notre site représentetrans.fr. Je vulgarise toute cette documentation avec Représente Trans, le podcast. Pareil, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes.
Et on a en 2024 créé la bourse à l'aide au court-métrage de fiction trans. Donc on n'a pas de subvention, on est une toute petite structure, on ne marche que sur les dons. Donc c'est grâce à vous, si vous avez envie de nous aider, n'hésitez pas, suivez-nous aussi sur Instagram, Représente Trans Affaires. C'est très simple, tout a le même nom. Donc jusqu'ici, on est tout droit. Voilà, merci. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Ariane Labed, je suis actrice et réalisatrice. Et j'ai cofondé l'ADA, l'association des actrices, il y a quelques années maintenant, en 2013. Et je fais partie du conseil d'administration de l'ADA, donc. Et comme Juliette l'a dit, on est une association qui a commencé comme continuité du mouvement MeToo, mais qui lutte vraiment pour une intersectionnalité effective dans le milieu du cinéma. Voilà. Bonjour, je suis Victoire Dubois, je suis comédienne et réalisatrice et je suis très heureuse d'être là. C'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Merci beaucoup. On a fait le choix pour cette table ronde de parler de discrimination au pluriel, de diversité aussi au pluriel. Aujourd'hui, dans le cinéma français, est-ce qu'on n'assiste pas à une sorte d'invisibilisation totale ou quasi totale des minorités ? Je ne sais pas si, peut-être Éléonore, tu veux dire un mot là-dessus, sur toi, ton constat de la situation aujourd'hui. Sur la question des discriminations et de manière générale sur l'intersectionnalité au collectif, pour la diversité et l'inclusion, la définition qu'on prend, c'est celle de la défenseur des droits avec les 27 critères de discrimination qui existent aujourd'hui pour la défenseur des droits, donc avec notamment l'origine perçue ou supposée, le sexe, la religion, l'origine sociale, le handicap. Et en 2019, le collectif 50-50 a mené une grande étude sur plus de 115 films qui étaient sortis dans l'année avec différents critères. L'étude s'appelle Cinégalité et avec sous-titre Qui peuple le cinéma français, dans laquelle on a pu aller regarder justement comment était représenté et avec des chiffres et des données chiffrées comment était représentée la diversité dans le cinéma. Et sur la question de l'origine qui est un des critères forts de discrimination pour la défenseur des droits, on a remarqué quand même que sur 115 films, il y avait très très peu de représentation de personnages non blancs, 22%, et quasiment 50% des personnages principaux des films étudiés en 2019 étaient des hommes blancs. Donc ça laisse en fait que la moitié du reste des films pour essayer de représenter tout ce qu'on appelle les marges, mais en fait les profils minorisés. Et le terme minorisé pour nous il est important parce qu'on se fait minoriser dans ces représentations. Et ensuite on aura l'occasion de revenir sur le sujet, mais en fait toutes les discriminations, les unes après les autres, se retrouvent dans cette étude Cinégalité et montrent que la place laissée à la marge, mais ce qu'on appelle la marge, est très faible vis-à-vis de cette surreprésentation de l'homme blanc dans le cinéma, qui en fait n'est pas une vraie représentation de la société. Et on croit aussi au collectif que le cinéma se doit d'être vecteur de représentation et surtout vecteur d'une reconnaissance globale. Et alors sur les questions queer, sur les questions de handicap aussi, il y a très peu de représentation dans ces films-là. L'étude entière est sur le site du collectif. Elle fait plus d'une 50aine de pages, donc elle permet de se rendre compte aussi de la manière dont sont représentés les personnages au-delà de la représentation toute seule. C'est-à-dire, on va aller regarder si les représentations, elles sont positives, elles sont négatives ou non. On va aller étudier aussi la part de personnages représentés qui sont représentés dans des cadres de nudité et tout ça, parce qu'en fait, on se rend compte aussi que quand on représente la diversité, il faut aussi se poser la question de comment on la représente, et ça, c'est très important.
Oui, et merci de repréciser ça. C'est un peu un moment auto-promo, mais effectivement, on a les études du collectif 50-50 sur diverses études que le collectif a menées, et aussi d'autres ressources, d'autres structures, associations ou organisations. Peut-être, Jeanne, Rama, sur la question, c'est un peu le sens aussi de la création de cinéastes non alignés, ça, cette question d'invisibilisation. Oui, alors c'est vrai que quand on parle de représentation, c'est au sens large, mais pour nous, c'est ce qui a été vraiment déclencheur, on va dire, c'est la stagnation. Aucune évolution dans la manière dont le cinéma français nous regarde. Voilà. Et ce qui est encore plus frappant et aussi, on va dire, dangereux, c'est que nous-mêmes, quand on est derrière la caméra, on continue cet imaginaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune avancée, et c'est ça qui est surprenant, parce que c'est même pas quand une personne blanche, homme, est derrière la caméra que ce stéréotype décolle. Alors on s'est posé la question, comment ça se fait que déjà nous, en tant que spectatrices, on ne se reconnaît pas dans cet imaginaire-là. Donc d'où il vient, cet imaginaire, qu'est-ce qu'il y a? Alors on s'est un peu interrogé, puisqu'on est toutes quand même, on n'est pas que réalisatrices, on a fait des études, de cinéma, de la recherche. Donc on a cette espèce de, d'outils intellectuels pour aller fouiner. Et on a ce que tu dis aussi, Rama, parce que il y a eu l'article de Mediapart paru pendant le festival sur notamment le regard européano-centré des films à Cannes, notamment dans la sélection officielle. Voilà. Donc on le voit de toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une alerte, comme ça, il y a l'extrême droite, tout le monde s'insurge sur la présence de l'extrême droite, qu'on reconnaît effectivement, il y a une urgence, mais pour nous, l'urgence, elle a toujours été là. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans notre enfance, issus de l'immigration ou des ultramarins en ce qui te concerne, cette espèce d'absence ou d'effacement, parce que l'absence... on a toujours été les uns avec les autres, par de fait l'histoire, par la colonisation, par les échanges. Mais alors pourquoi est-ce qu'en France, et ce qui est criant, c'est vraiment notre pays qui ne se regarde pas tel qu'il est? Alors c'est vraiment consternant. Donc on s'est posé la question d'où ça vient. Je vais faire un peu d'histoire, je vais faire très très vite. Ouais, très vite parce que Tadeo aussi voudrait rebondir sur le sujet. Voilà, donc c'est l'imaginaire colonial tout simplement. C'est vrai qu'on a peut-être été un peu vite là-dessus, mais le cinéma, c'est une continuité de la transmission, notamment, moi je vais parler de l'Algérie, mais aussi c'est la même chose pour l'Afrique subsaharienne. C'est ces images tronquées, ces images faussées, où on allait filmer des prostituées, on allait, pour justement coloniser l'Algérie, je vais prendre le cas de l'Algérie, on allait envoyer des cartes postales de femmes prostituées, dans le continent, enfin en métropole, pour pouvoir faire venir, pour appâter, on va dire effectivement, c'est un long continuum, et pas c'est historique. Exactement. Je me permets, Rama, il y a Tadeo qui voudrait intervenir sur la parole, mais je pense qu'on va continuer là-dessus. Voilà, mais j'ai pas fini, c'est vraiment... Non, mais parce qu'en fait, on est nombreuses, c'est pour ça. On va revenir sur la manière. C'est pour alerter le fait que ça vient pas de nulle part et que l'extrême droite, elle est là et c'est pas d'aujourd'hui. D'accord, merci. Tadeo. Oui, non, juste pour... finir sur les stats, comme cinéaste non aligné l'a très bien d'ailleurs a très bien alerté là-dessus dans leur documentation. Il y a un gros problème en France avec les statistiques parce qu'on n'a pas le droit, en tout cas il y a un vrai tabou sur les stats ethnographiques. Pour les représentations trans, c'est un peu différent parce que c'est pas exactement le même tabou. Néanmoins, il y a un gros manque aussi. Alors du coup, je vous ai ramené quelques stats, mais c'est assez révélateur. Les seuls vrais stats sur lesquels on peut se baser, c'est des stats du marché, du régime général. En fait, il n'y a pas des choses très spécifiques sur la culture. Mais c'est quand même assez parlant. Je trouve qu'il y a 65% de personnes trans qui se déclarent victimes de discrimination dans le travail et 28% qui déclarent avoir perdu leur travail parce qu'ils étaient trans suite au début de leur transition ou à leur coming out. Et la seule stat que j'ai pu trouver sur le cinéma, sur les écrans, ça remonte à 2021. Bon, quand même, ça, c'était pas non plus il y a 10 ans, mais en 2021, sur les écrans, alors pour les hommes trans,
très simple, on est à 0% de représentation d'hommes trans, en tout cas du spectre de la transmasculinité, et 0,1% pour les femmes trans. Donc voilà, un petit progrès, mais, mais je crois qu'on peut faire mieux. Voilà, merci. Ouais, bah justement, on va revenir un petit peu sur justement l'instrumentalisation des identités à travers les récits proposés et justement sur cet héritage colonial qui se retrouve à travers nos récits sur les écrans. Moi, je voudrais parler déjà de la tokenisation des personnages. Par exemple, j'avais fait un article sur la fétichisation du corps des femmes racisées dans le cinéma français. Et on retrouvait des archétypes de femmes racisées, qui étaient toutes héritées du colonialisme et de Français qui étaient allés s'installer justement dans des pays. Et en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, on retrouvait beaucoup le cliché de cette femme sauvage, cette femme qu'il faudrait dompter, avec un imaginaire colonial vraiment sauvage, de l'explorateur. Pour les personnes asiatiques, c'était plutôt une sorte de docilité qu'on retrouve aussi dans des personnages, par exemple, de femmes asiatiques. Moi, j'ai une amie actrice qui me dit avec mon caractère, c'est sûr qu'on ne me donne pas de rôle. On me donne pas de rôle, ce serait plus simple si j'étais une femme noire, alors que c'est une femme asiatique. Et peut-être, je vais te laisser reprendre, Rama, justement, sur les femmes arabes. Et je voudrais juste rappeler juste avant que même à la caméra, et peut-être on pourra s'en parler avec toi, il y a des procédés pour filmer d'autres pays. Par exemple, il y a les filtres jaunissants pour aller filmer dans des pays ou dans des continents pas européens, des films qui jaunissent, qui viennent salir, pour venir développer un imaginaire de « Ah, c'est sale, il fait chaud ». Et ça participe totalement à intégrer que différents pays, différents continents sont justement sales, poussiéreux et différents. Voilà. Et on est souvent réduit à ça, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est un mot rapide, Rama. Ouais. Oui, ça va être rapide parce qu'après je vais laisser parler Jeanne par rapport à la Guadeloupe et les Caraïbes, parce que c'est un peu la même réalité. C'est juste au niveau de l'histoire, en fait. Ce que je voudrais juste rappeler quand même le harem colonial et ces images. Bon, c'est comme ça, mais c'est Delacroix qui a peint, ça va loin, et on va dans l'histoire là, avec Delacroix, avec les femmes d'Alger, qui datent quand même de 1834. On peut citer aussi Ingres, on peut aller aussi du côté de Renoir. Donc tout ça, c'est pas que le cinéma, mais en fait le cinéma vient aussi de là. Et puis quand il y a un changement, ça vient de Assia Djebar. Je ne sais pas si vous connaissez Assia Djebar. C'est la première cinéaste, c'est une grande évidemment écrivaine algérienne. Mais c'est la première qui a fait la Nouba des femmes du Mont Chénois, qui a eu le prix de la critique à Venise. Donc la première fiction algérienne réalisée par une femme. Voilà, il faut aller vraiment fouiner pour trouver peut-être une pépite comme ça. Mais depuis, même les films français qui sont réalisés par nous-mêmes, on va dire, on ne peut pas décoller de cet imaginaire. Justement là, tu m'offres une transition parfaite parce que aussi, elle pose la question de qui porte les récits, qui les raconte, et peut-être Inès, tu veux dire un mot là-dessus? Oui, alors du coup, la question de soutenir tous ces porteurs de récits et de les encourager à avoir d'autres propositions. Là, aujourd'hui, le cinéma est en demande, en tout cas les spectateurs, c'est leur retour, c'est de dire mais on a envie de ces représentations qui sont différentes, qui nous correspondraient peut-être mieux, qui sortiraient de regard, mais les jeunes qui créent ces récits-là ou qui accèdent et qui sont émergents, des talents émergents, ils ne sont pas forcément soutenus, que ce soit financièrement ou matériellement. Et est-ce que j'aborde maintenant le truc technique ? J'aborde maintenant le côté technique ou vas-y ? Oui, vas-y. Oui, et j'enchaîne aussi avec cette idée que lorsqu'on est un jeune émergent dans le cinéma, il y a ceux qui sont devant la caméra, mais il y a vraiment ceux qui sont derrière. Et aujourd'hui, la question, c'est pourquoi ceux qui sont derrière doivent autant lutter pour arriver dans des équipes techniques, pour arriver sur des plateaux, pour être inclus tout simplement à un métier qu'ils ont appris. La France, c'est un pays qui a énormément financé des écoles publiques nationales, donc par des dispositifs comme Courtrajmé, l'école de la Cité, la Cinéfabrique. Donc aujourd'hui, cette diversité-là, elle existe. Et je parle de diversité dans tous ses sens, avec l'inclusion de d'autres corps,
d'autres formes de représentation. Et en fait, on galère à rentrer dans des équipes techniques. Et qu'en est-il des personnes qui sont peut-être au carrefour de plusieurs discriminations ? Je ne sais pas si Tadeo, tu voudrais répondre, réagir ça ou revenir un peu à c'est lié aux deux, en fait, ouais. Donc ça tombe bien. C'est justement, j'allais embrayer en disant que c'est quand même assez concret en fonction de qui parle de quoi, enfin, qui est l'auteur et qui incarne le regard sur le récit. Nous, dans les tropes sur la représentation trans, qui sont récurrents, représentant trans, on a identifié 3 tropes généraux. Donc il y a d'une part les victimes, ça concerne surtout les femmes trans, donc ça c'est victimes de discrimination, victimes d'assassinat ou victimes de suicide. Il y a les coupables, donc là carrément c'est l'inverse, hein. Donc c'est les meurtrières, c'est les menteuses, c'est les piégeuses. Et enfin les invisibles, même si ça va un peu mieux, surtout grâce à la télé là depuis quelques années, mais les invisibles c'est tout ce qui est les hommes trans et le spectre de la non-binarité. Et ces tropes-là, on constate donc plus majoritairement aujourd'hui dans le court-métrage, ça galère encore un peu ailleurs, mais que ça change complètement quand c'est des personnes concernées, ou du moins très sensibilisées, très documentées sur la question, parce que là on arrive tout de suite sur des relations des relations amoureuses et affectives entre personnes trans, sur le soin communautaire, la chosen family, sa famille choisie, les réussites sociales aussi pendant ou après la transition, et les doutes aussi qu'on peut traverser pendant tout ce parcours-là. Donc c'est très concret et efficient. Ça se dit en français. Oui. Oui, je voulais juste rebondir justement sur cette question de représentativité par rapport à ce que tout le monde a dit là. C'est que c'est aussi très difficile de raconter des histoires où on se représente même nous-mêmes quand on est concerné correctement, quand on n'en a jamais eu devant nous, et que ces images-là, on construit chez nous un imaginaire très fort de « Ah, donc... je suis métisse, je dois être sexy. Je suis lesbienne, c'est pas bien. Et que c'est aussi pour ça qu'on a une grande responsabilité à interroger nos biais quand on pense à des trucs. Et moi, par exemple, quand j'écris, je me dis, ok. Au début que j'écrivais, je voyais toujours un mec blanc en personnage principal, et à partir du moment où j'ai commencé à faire pourquoi et qu'est-ce que ça ferait si c'était une femme, qu'est-ce que ça ferait si elle était racisée, qu'est-ce que ça ferait si elle n'était pas hétéro, en fait, je me suis rendu compte que ça enrichissait ma pensée plus qu'autre chose, et qu'en soi ça ne changeait pas mon histoire spécialement, et que je pense que ça peut se reproduire d'autant plus s'il y a plus de films comme ça, parce que comme ça ouvre plus de portes d'imaginaire. Voilà. Oui, et ça permet aussi vraiment de faire une intersection dans les différentes choses qu'on porte en soi, et dans les différentes cultures ou alors expressions de genre qu'on porte en soi. Jeanne qui voulait conclure sur ça peut-être, ouais. cette partie-là. Moi je voulais parler des départements ultramarins, Guadeloupe, Martinique, Guyane. On est français sur le papier. Sauf que nous, on n'est pas dans le paysage. On nous parle d'universalité. Mais un film qui parle du 16e arrondissement avec une petite bourgeoisie blanche, c'est universel. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire on est département, on a des histoires qui se passent en Guadeloupe ou dans les banlieues parisiennes ou ailleurs. On ne peut pas les raconter, on nous renvoie toujours à l'universalité. Ça veut dire quoi ? Et donc on sait, on connaît la raison, mais on ne va pas oser le dire, parce que la République doit rester une et indivisible. Sauf que ce terme-là n'est que pour nous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et si on ne met pas les vrais problèmes sur le papier, on ne va pas avancer, parce que ça part de la base, ça part du financeur et des producteurs et des distributeurs. Voilà. Justement, tu parles du système, un système qui élève et un système qui précarise aussi, qui peut écraser certaines, et on le voit au niveau du Je veux juste donner un exemple. C'est rapide. Tout le monde je ne sais pas si vous avez vu le film Zion. Et le réalisateur, même son distributeur n'avait pas confiance en lui. Il lui a dit, ton film, il va faire 5%. Et comment on a réussi ? C'est-à-dire que tous les réseaux guadeloupéens, africains, tout ça, on a envoyé partout. Et on s'est mobilisés nous-mêmes. On a dit non, il n'est pas question que Zion, il ne passe pas dans tous les cinémas. On s'est mobilisés, et je l'ai entendu, le jeune homme qui parlait de son film à Paris, il a dit, mais j'ai gagné par rapport à mon distributeur. Lui-même, il n'a pas couillon, moi, il a dit ton film. Eh bien, son film passe partout.
Ouais, c'est ça que je voulais, c'est mon témoignage. Ouais, merci beaucoup. Là, c'est vrai qu'on se fait une première partie sur des constats qui sont assez graves, mais assez importants de renommer. Mais après, on va faire une deuxième partie sur les choses à mettre en place, les solutions, la joie intersectionnelle aussi. Mais juste pour finir sur les constats, moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu des castings, des têtes d'affiche, des listes A, et justement de voir ces personnes-là, qui sont souvent les mêmes, qu'est-ce qu'elles peuvent incarner, quelles qu'elles peuvent refuser aussi comme rôle, pourquoi il y a une telle hiérarchisation, et parler de la précarisation des personnes minorisées, comme tu l'as dit, depuis les écoles, ou depuis en tout cas des systèmes mis en place par les États, par les institutions. Et donc du coup pour ça, j'aimerais bien peut-être qu'on interroge un peu par là. Ouais, Ariane, pourquoi pas? Oui. Non, mais ce que produit, je pense, ce système de fameuse liste A des actrices. Est-ce que tu peux rappeler peut-être en un mot, enfin en un mot, pas en un mot, ça va être court, rappeler brièvement ce que c'est la liste A? Je ne sais pas si tout le monde... c'est un concept qui est utilisé un petit peu dans l'industrie pour parler des actrices qui seraient bankable, et c'est à peu près ceux et celles que vous voyez... à l'affiche tous les 4 matins. La fameuse une de Télérama. La fameuse une de Télérama qui a été très, très controversée, mais voilà. Qui pourtant, je pense, est une réalité. Ça se confirme pendant ce festival, il me semble, assez concrètement. Et qui, effectivement, on peut le voir, très blanche, bourgeoise, valide, mince, cis, hétéro, en grande partie en tout cas. Et je pense que ce système-là produit, par exemple... un biopic de Gisèle Halimi, incarné par une actrice blanche qui soutient, sioniste, disons-le comme ça, qui incarne une personne qui est quand même une personne racisée, juive, antisioniste, décoloniale. Donc ça pose des vraies questions en fait, de représentation et de ce que engendre ce système d'actrices bankable, et à quel point ça arrache et enlève la place d'actrice qui serait tout à fait à même d'incarner une personne aussi brillante que Gisèle Halimi. Je trouve un exemple très concret qu'on a sous nos yeux pendant ce festival, donc je trouve que c'est important de le nommer quand même. C'est pas théorique ce qu'on dit, c'est quand même que des actrices maghrébines auraient très bien pu incarner ce rôle. Ça reste quand même vraiment choquant. Donc voilà, c'était juste pour faire cette parenthèse très concrète de ce que veut dire l'invisibilisation aussi dans le système du casting. Peut-être Marie, tu voulais dire quelque chose, et après je vais te demander, Victoire, si tu veux réagir aussi. Oui, je voulais juste dire que justement ça pose la question, particulièrement pour le métier d'actrice, mais du coup des personnes qu'on voit à l'image, de ce fameux truc sur le métier d'acteur. On a envie de... Quand on pose des questions, peu importe, même si c'est des gens qui sont pas dans le milieu, le truc ça va être « mais tu peux tout jouer, tu peux être n'importe qui ». Et en fait, un des constats terribles à l'heure d'aujourd'hui, c'est que c'est les personnes blanches, valides, hétérosexuelles, cisgenres, qui peuvent jouer tout. En fait, nous, on peut pas tout jouer. Et je pense que ça, c'est une vraie réflexion à se faire. C'est les personnes blanches qui ont le droit de jouer des personnes racisées. C'est les personnes cisgenres qui ont le droit de jouer des personnes trans. Et nous, on a le droit de jouer que nous-mêmes. Et on a moins de travail, donc on est plus précarisé. Et même pas que nous-mêmes, que la représentation. Que la représentation qu'on se fait de nous-mêmes. Qu'on se fait de nous. J'en profite pour citer... J'en profite peut-être pour citer l'étude La couleur des rôles, réalisée par 2 chercheuses à l'université qui sont Maxime Servul et Sarah Lécossais, sur justement comment les acteurs, actrices non blanches sont cassés. Quel est le processus en fait dans les discriminations au casting, et quelle stratégie aussi on adopte. Est-ce qu'on accepte de jouer ces rôles-là ou pas, de jouer le jeu ou pas. Voilà, ça peut aussi nous empêcher de gagner sa vie, de vivre, ou voire de manger, quoi. Donc c'est des vrais choix stratégiques. Marie, tu voulais encore peut-être réagir? Non, je voulais juste dire que ça a des conséquences très concrètes, autant sur les imaginaires des gens que dans les vies des personnes qui ont envie de faire ces métiers et qui aussi ont envie de tout jouer. Voilà. Merci beaucoup pour ces chiffres hyper précis, parce que c'est comme c'est comme très réel, et la réalité aujourd'hui on en a vraiment besoin. Donc déjà c'est reposant, je pense, pour le cerveau, et puis aussi pour notre humanité, dans le sens où là on est un peu entre
un peu tordu entre d'un côté, enfin ce que vous disiez tout à l'heure sur les représentations, à savoir ça ressemble pas. Moi, c'est vrai que là, actuellement, le cinéma, souvent, je me dis, mais putain, il ressemble pas à ma vie, quoi, aux personnes qui m'entourent. Et puis, je voudrais rebondir sur la notion de stéréotype. Pour moi, le stéréotype, c'est quelque chose, c'est une logique hyper dangereuse, dans le fond. Parce que réduire un imaginaire, ça a des effets beaucoup plus dangereux et que c'est pas anodin en fait un stéréotype. Et parallèlement, je suis dans une association qui s'appelle Artistes pour la Palestine et qui fait un énorme travail sur faire entendre les voix palestiniennes, les récits palestiniens, surtout lutter contre l'invisibilisation de ces voix-là. C'est extrêmement important aujourd'hui. Et du coup, je trouve qu'il y a des liens... merci de la précision et de la réalité. Ça m'apaise, ça fait du bien à mon humanité. Oui, moi merci beaucoup. Je voudrais terminer cette partie-là en parlant de tokenisation, donc qui est le fait de récupérer, que ce soit une personne, un film, un événement, pour invisibiliser un système. Par exemple, là, on nous parle de l'histoire de Souleymane depuis maintenant qu'il est sorti, comme l'étendard de l'antiracisme. On nous parle de Omar Sy depuis 20 ans pour dire qu'il y a des acteurs noirs en France. Et Yaïdara, je suis tellement heureuse qu'elle ait ouvert la cérémonie, la première femme noire depuis 79 cérémonies de Cannes. Bon, on va nous dire que maintenant il n'y a plus de problème de racisme à Cannes et de manque de diversité. Et cette récupération, elle est vraiment critiquable parce qu'on ne peut pas aussi... On ne peut pas démanteler un système et on ne peut pas faire d'une seule personne ou d'un seul film un étendard de la diversité. C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Donc voilà, je pense qu'on a besoin de beaucoup plus. On a besoin de structure, on a besoin de diversité, de diversité, mais aussi de pluralité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est vraiment super fiers aujourd'hui d'être ensemble pour parler de ces sujets qui se recroisent, qui sont distincts. Et on va passer à la partie 2. Mais avant de passer à la partie 2, qui est du coup à peu près nos solutions, ce qu'on propose, et après un dialogue avec vous aussi, on a une petite surprise pour vous. Alors pour ce faire, vous allez chacune prendre votre chaise et la déposer derrière, si c'est possible pour vous. Voilà. Vous je dis ça comme si j'étais très... Il y a une installation et tout. On a vraiment... Là, on fait les choses en grand à l'américaine, quoi. Oui, vraiment, oui, exactement. On va faire un show, là. Cannes, ouais, vraiment. Attends, je dis ça, mais je m'en vais ma chaise. Oui, mais la mienne non plus. Attends. Voilà, parce que l'idée, c'est quand même de se dire que dans ces constats assez terribles, je vais venir devant, et on parle de choses difficiles, mais on parle aussi d'une envie de faire de l'art ensemble, et de faire de l'art pluriel, de faire de l'art intersectionnel, et ça peut pas se faire sans joie aussi. J'ai l'impression que cette passivité qu'on nous force à avoir en ce moment enlève notre joie, et aussi que comme on parle de sujets graves, de sujets brûlants, de sujets qui nous tiennent à cœur, des fois on s'empêche d'avoir de la joie. Et c'est pour ça qu'on voulait en amener un petit peu aujourd'hui dans cette table ronde. Et on a la chance d'avoir avec nous la première légende du voguing européenne, quand même. Ouais, applaudissez, s'il vous plaît, parce que... Voilà, Vinnie Revlon qui va venir danser. Merci. Salut tout le monde. Ça va? Ok, I like the energy. Bon, déjà, est-ce qu'on pourrait encore applaudir tous ces collectifs, s'il vous plaît? Merci, c'était très, très, très enrichissant. On a hâte d'entendre toutes les solutions. Un grand merci au marché du film, au marché du cinéma, et merci au Festival de Cannes. Merci pour l'invitation. Give them a round of applause, please, a round of applause. Thank you for the invitation. You know, I'm here. Donc, moi, je vais parler en français et en anglais. Je vais me présenter tout d'abord. Je m'appelle Vinnie Revlon. Je suis la première légende du voguing en Europe. Period. Donc, moi, mon but dans la vie, c'est de créer des ponts. OK? Qu'est-ce que c'est, les ponts? Moi, j'adore rallier les communautés bleues,
blanc, noir, jaune. Moi, chez moi, la couleur existe, la différence est célébrée. Pour moi, la communication est très importante. Je suis chorégraphe, je suis host, je suis coproducteur. En parlant de coproduction, j'ai coproduit une série qui s'appelle Ballroom, Danser pour exister, sur France TV. La réalisatrice, c'est Amandine Gay, hein? Another legend. Et au passage, j'ai aussi ramené le voguing au JO pour la première fois en 2024. Rien que ça. Mais mon but aussi, c'est surtout de montrer les diversités. Pour moi, la visibilité, la bonne visibilité est très importante. Elle sauve des vies. Et donc, je suis là. Et en parlant de sauver des vies, en parlant de visibilité, en parlant de danse, de voguing, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite performance? Je me suis dit, pourquoi pas redonner ce qu'on m'a donné. On m'a invité, donc je me suis dit, je vais les payer. Et je vais le payer je vais payer everybody on going to the floor and give my little ones and two. Mais pour ça, moi, je suis quelqu'un qui vibe avec l'énergie. J'ai besoin d'énergie. Sinon, voilà, je vais pas donner mon max. Donc, la seule chose que je vous demande, c'est que quand la musique va retentir, vous allez applaudir avec moi on beat, of course. Hein? Always on beat. So, DJ, can I have the beat, please? DJ, pump the beat. Okay. C'était vraiment un petit aperçu de ce que c'est le voguing. Mais je vous invite à aller regarder la série Ballroom, Danser pour exister sur la plateforme de France.tv. Merci encore au Festival de Cannes et au marché du film. On se dit à tout de suite pour la partie 2. Merci Vini. Merci à vous. Un immense merci Vini. Merci d'avoir été parmi nous. Tu nous fais vraiment ce privilège-là. Merci énormément. Merci. Merci. Bon, chacun reprend sa petite chaise, comme au camping. Il en manque pas une main, ça... Ouais. On est de l'autre côté. C'est bon, tout le monde est installé? Tout le monde est installé, c'est bon? Tiens, c'est bon. Ouais. Super. Bon, déjà, est-ce que ça vous a plu? Je pense que on peut lui dire vraiment bravo. Et donc, du coup, nous allons partir... Ouais, merci beaucoup. Je sais pas où il est. Ah oui. Et donc, on va partir du coup sur cette deuxième partie de table ronde sur les solutions. Du coup, les solutions à apporter, que ce soit en tant que actrice, réalisatrice, mais aussi dans la production, la diffusion. Comment, et même pour les publics, comment faire collectif ensemble et comment sortir de ces invisibilisations et ces stéréotypisations, j'ai envie de dire, des personnes minorisées. Oui, c'est vrai que, est-ce qu'on a parlé des problèmes, on va mettre les pieds dans le plat, du coup, peut-être. Le cinéma,
je vais poser une question rhétorique. Est-ce que le cinéma peut être un outil de la lutte antifasciste? Tiens. Qui veut Ariane? Allez. Non, pas Ariane. Qui veut répondre? Ouais, vas-y, Léonore. Le cinéma a été un outil de lutte contre le fascisme. Le Festival de Cannes a été créé en réponse au fascisme et plusieurs fois dans l'histoire, les cinéastes nous ont prouvé qu'ils en étaient capables. Et puis, il faut voir aussi, au collectif, du coup, le collectif a été transformé, le deuxième regard a été transformé en le collectif en 2018. Et depuis 2018, sur la question de la parité, sur la question de la lutte contre les VHMSS, nous avons obtenu des avancées, à la fois des pouvoirs publics, à la fois des festivals, et beaucoup se sont engagés dans cette lutte. Et sur la diversité et l'inclusion, il y a des choses à faire, il y a des choses à avancer. On a besoin on n'a pas juste besoin, on a surtout besoin, en fait, de légiférer sur ces questions aussi. On le croit, d'avancer et de donner des clés de lecture. Depuis 1 an, on travaille à la rédaction d'un guide de lutte contre les discriminations ethno-raciales dans le cinéma et qui sera ensuite décliné en différentes fiches métiers pour justement avancer sur ces questions concrètement. On demande aussi au CNC et à l'ARCOM et aux autres de nous fournir des données chiffrées en fait sur ces questions et sortir de l'impasse qui nous dit que la Constitution nous interdit les statistiques ethno-raciales. En fait, l'étude Sinégalité, par exemple, en 2019, nous montre que nous pouvons le faire. Il faut savoir le faire, comment le faire. Il faut faire en sorte que ces données ne tombent pas entre les mains de l'extrême droite, mais il y a des moyens d'avoir des données chiffrées et de montrer que des avancées sont possibles. Et donc voilà, il faut travailler aussi et il faut que les pouvoirs publics s'emparent de cette question parce qu'il y a des moyens de légiférer et de faire en sorte que les représentations existent. Le cinéma est un moyen de lutte contre le fascisme, oui. Merci pour ce rappel. Peut-être, Inès, tu voulais... Oui, un moyen de lutte contre l'extrême droite, c'est de nous donner les moyens d'être présents. Parce que si nous, Antillais, Outre-mer, Africains, tout ça, on est mal représentés au cinéma, qui est le reflet d'une société, comment les racistes qui sont à l'affût, ils nous voient que comme des objets négatifs. Parce qu'on ne nous permet pas de raconter des histoires. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, pour les gens il y a de belles histoires à raconter. On a des écrits, mais on ne nous permet pas de les montrer. On ne nous donne pas les moyens, parce que, comme je disais tout à l'heure, on nous renvoie à l'universalité. Alors que nous sommes français, nous faisons partie de cette population, alors qui nous donne notre place. Et on essaie de l'apprendre, on nous renvoie, ah oui, mais bon, c'est bon, tes histoires d'esclavage, de machin, c'est bon, ça va. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes français. Et après, maintenant, tout le monde dit, oui, l'extrême droite est là, mais nous, on le sait depuis longtemps qu'elle est là, parce qu'on ne nous a pas donné les moyens de montrer des images positives pour que ces gens-là nous voient dans des choses positives, dans des rôles positifs. Et ça a aussi alimenté leur imaginaire. Ah ben les Noirs, on les voit toujours dans des trucs bizarres, des gangs, des machins comme ça. Si nous voyions que dans des choses positives, eh ben peut-être qu'il y a des racistes qui ne seraient peut-être pas racistes. C'est ça, c'est une façon de changer les idées préconçues, de les éduquer. Il y a Inès qui voulait réagir aussi. Ouais. Oui, alors du coup, pour faire le lien avec cette idée qu'il faut des solutions et qu'il faut avoir de l'espoir pour l'avenir de ce métier, il faut partir d'une idée un peu grossièrement dite, mais lorsque les diversités se voient à l'écran, on a tendance à croire que le travail est fait. Alors que dans les plateaux de cinéma, comme j'ai dit, il faut que ces gens aient leur place aussi dans les équipes techniques, sans avoir forcément à mettre en avant « Ah, je suis noire, donc je devrais avoir ma place dans l'équipe technique ». Non, il faut que ça devienne quelque chose de plus naturel. Et donc, une des solutions qui peut être mise en avant, c'est vraiment cette idée de mentorat. Cette idée de « Ok, moi j'ai un pied dans le métier, en fait mon équipe là, oui, peut-être que je devrais re-questionner la place de tout le monde. Certes, ce sont mes amis, mais est-ce que mon amitié, elle peut pas être agrandie et enrichie en ayant d'autres présences sur le plateau et au sein de l'équipe ? Alors là, c'est un appel officiel à des mentors potentiels dans la salle. Moi, je suis toujours preneuse. Rama, tu voulais réagir peut-être rapidement? Oui, pour pas dire qu'on fait que se plaindre, parce que c'est vrai que ça use, hein, de se plaindre et de faire des constats. On l'a déjà fait là en première partie. Alors avec les cinéastes non alignés, on a organisé pas mal de tables rondes et de sensibilisation, mais aussi
comment dire, de se monter en solidarité. Là, on est toutes différentes, on a tous des collectifs, des associations. Je pense que c'est même la première fois qu'on se rencontre autour d'une table ronde pour toutes. Historique. C'est vraiment la première fois. On n'est pas toujours toutes d'accord, évidemment, puisqu'on parlait de l'étude, de cette fameuse étude. C'est vrai que les statistiques ethniques en France sont interdites. Nous, on a toujours essayer de faire quelque chose autour de ça. Moi, je ne suis pas pour faire partie d'aucune statistique. Je veux pas, parce que c'est un principe. Je fais partie d'une histoire globale. Je n'ai pas envie que mon nom apparaisse quelque part. Mais pourtant, sans chiffres, on ne peut rien faire. Et cette étude, elle est primordiale. Nous, on a, lors du Festival d'Amiens, on a fait une table ronde qui a duré très longtemps. On a fait un état des lieux, on a essayé d'aller fouiller dans le fonds Images de la diversité, la transformation du fonds Sud en Cinéma du Monde, où on a complètement disparu. Et le chiffre est clair, 3% de films faits par des femmes racisées, 3%. Et encore beaucoup plus dans le documentaire que la fiction. Ouais. L'autre solution, alors après je m'arrête là pour donner la parole aux autres, on a décidé d'écrire un livre. Voilà, de se raconter. C'est compliqué de raconter son histoire, de raconter sa trajectoire. Donc là, on s'est toutes dit, il faut témoigner. Et le témoignage, il restera. Parce que c'est nécessaire de toujours redire les choses. C'est fatigant, c'est épuisant. Donc là, on est en train d'éditer, d'écrire. On sera certainement coédité par le Maroc. Parce que c'est mon pays, c'est mon deuxième pays. Je suis obligée d'aller chercher les financements ailleurs. Donc le livre paraîtra, je pense, fin d'année. Il s'appellera Filmer contre l'effacement. Pour le moment, c'est ça. Voilà. Donc les solutions, il faut les créer. Donc si vous voulez être au fait de la sortie de ce livre, allez sur Cinéaste non aligné sur les réseaux et checker l'apparition. Oui, je voulais rebondir sur les mentors. Je suis tout à fait d'accord. Moi-même, j'ai quelques mentors, donc je ne vais pas aller contre cette idée. Mais j'aimerais quand même aller plus loin et notifier, au-delà des mentors, les employeurs, en fait, parce qu'on a besoin que le cinéma devienne un peu plus proactif, même l'audiovisuel en général, sur l'inclusion et l'insertion professionnelle. C'était moins le cas il y a 5-6 ans, mais aujourd'hui, pour parler de ce que je connais le mieux, il y a pas mal de scénaristes transgenres. Et donc, il n'y a plus trop de raisons aujourd'hui de ne pas être proactif et de se dire qu'on va aller employer ces personnes-là. Mais il faut d'abord réussir à déconstruire un a priori qu'on a aussi co-construit tous ensemble, c'est OK, mais qui est que les minorisés ne seraient utiles que quand on parle des histoires des minorisés. C'est pas vrai, bien sûr. Une personne trans ou une personne racisée peut être tout à fait utile sur un projet dont ce n'est pas le sujet. Et ce que je dis souvent à Représentrance, c'est que derrière la transphobie se cache le racisme et se cache la misogynie. Il y a un exemple très concret et très actuel, c'est les États-Unis avec Trump qui nous l'ont démontré. Mais alors là, on a une étude de cas, là, presque. On a un livret ouvert qui nous dit on a d'abord légiféré sur les migrants, ensuite sur les trans, et ensuite c'est sur les femmes. C'est le cas, là, en ce moment, c'est l'IVG. Donc, c'est-à-dire c'est sous nos yeux depuis plusieurs années. La communauté trans alerte depuis 10 ans maintenant. Mais bon, voilà, on est minoritaire, donc on peut entendre, même si avec une certaine nervosité, je vous l'avoue, que ça prenne du temps à être entendu. Mais donc, je dis ça parce qu'en fait, agir, se mobiliser, se conscientiser sur la transphobie, la transidentité ou sur les histoires des racisés, c'est bénéficier à tous et toutes, vraiment. C'est-à-dire, c'est littéral. Donc, si on emploie des auteurs trans ou si on emploie des auteurs racisés, même sur des histoires cis hétéro-blanches, ça va bénéficier quelque part à vos récits, à vos enjeux et donc à votre fabrication de films. Et donc, c'est pour ça que j'appelle vraiment à être plus proactif et à se saisir de ces enjeux-là aussi, soit en tant que professionnel et s'entourer de collaborateurs pour l'insertion professionnelle. J'espère que le message ici au moins est passé. Marie, vous voulez réagir d'abord ? Oui, en fait, ça va complètement dans le sens de ce que tu disais. C'est que j'allais dire, là, on est tous et toutes ici parce que on est en première ligne, entre guillemets, du fascisme, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes visés au premier abord. Du coup, pour les personnes qui ne sont pas concernées, ça peut sembler lointain. Mais en fait, et je suis d'accord avec ton exemple des États-Unis, c'est-à-dire que ça nous concerne vraiment tous et toutes, c'est juste qu'on va être les premières à prendre cher, mais vous êtes juste derrière et... Non, mais c'est une réalité.
et que quand on parle de lutter contre le fascisme, c'est aussi à quel endroit, par un soft power, on met une forme de propagande. Il faut vraiment faire très attention à ça. Voilà. Et donc on est tous et toutes responsables aussi de qu'est-ce qu'on fait de ça. Éléonore ? Et effectivement, sur la question de comment lutter et tout ça, je pense que, et là c'est très clair et on le dit depuis le début et on alerte depuis longtemps, le cinéma français est blanc, le cinéma français est masculin et le masculin français est hétéro et cis. Mais pour autant, le cinéma français et les pouvoirs publics qui aident le cinéma français, l'audiovisuel public et le Centre national du cinéma et de l'image animée, sont des outils extrêmement importants qui, d'une certaine manière, écoutent ces questions et sont prêts à écouter. Et donc, et dans l'année qui vient et les années à suivre, je pense que la protection de cet audiovisuel public et la protection du CNC sont des choses extrêmement importantes parce qu'en fait, sans ces clés-là, on ne pourra plus lutter. Et à partir du moment où la diversité et l'inclusion deviennent des outils de marketing aussi pour des grands groupes, pour des plateformes internationales, alors on fait de nos identités des outils marketing et c'est un problème. Et il faut se sortir de ça en justement se saisissant d'un point de vue public de ces questions et un audiovisuel public fort, c'est très important. Un CNC fort, et il l'est encore aujourd'hui, et on alerte le CNC à écouter ce genre de discussion et à recevoir aussi les associations. Et pour lutter dans l'année qui vient et dans les années à suivre en fonction de ce qui se passera l'année prochaine en avril, mais se réunir et se fédérer et être ensemble, c'est extrêmement important. Et justement, la question de l'intersectionnalité, c'est un mot qui est extrêmement important. Tous les collectifs, toutes les associations qui existent et qui se parlent et le fait qu'on continue cette discussion, c'est très important. C'est justement ensemble qu'on sera plus forte et qu'on pourra se battre et battre l'extrême droite et le fascisme. Quelques mots, Jeanne, peut-être. Je t'ai coupé la parole. Vas-y, non, vas-y. Oui, je pensais encore à notre diversité qui a démarré depuis longtemps, parce qu'on oublie dans l'histoire de France qu'il y a des personnages comme le Chevalier de Saint-Georges, comme Dumas grand-père, qui ont défendu les frontières de la France, de la République, ceux qui sont morts pour la France, pour que la France, elle est ce qu'elle est. Alors, il y a plein de films sur Napoléon, qui a rétabli l'esclavage en 1802. Il y a plein de films sur les Trois Mousquetaires, il y en a toutes les années. Et tous ces personnages qui ont combattu pour la France, je parle de l'histoire, mais je parle aussi de la Deuxième Guerre mondiale, tous ces gens qu'on mettait devant les tirailleurs, mais pas que, qui Aimé Césaire le dit, tous les grands, Frantz Fanon, il raconte tout ça. Mais même Frantz Fanon, mais c'est vrai, cette année, il y a eu 2 films. Oui. Mais il y a Delgrès qui a... justement, oui, je finis juste, pendant que les Anglais et les Espagnols, ils essayaient de récupérer la France révolutionnaire, mais ce sont des gens comme Toussaint Louverture, comme Delgrès, qui défendaient la France, leur pays, contre les Anglais et les Espagnols qui essayaient de récupérer. Mais tout ça, on veut les raconter. C'est écrit. Il a fallu les Américains pour raconter l'histoire du Chevalier de Saint-Georges, qui a été un des très grands musiciens, presque l'égal de Haydn, de Mozart et tout ça. Ben, personne n'en parle. Les Américains ont fait un film sur Saint-Georges il y a 2 ans. Mais nous, on a envie aussi de raconter. Mais donnez-nous, que le CNC nous donne les moyens de raconter. On a quelques exemples aussi récents. Je pense à Nichel Nimet de Simon Monteiro, le film d'Adel Malik, Fur Ciné Libre. Voilà aussi, ça commence doucement. Il faut quand même saluer les choses qui sont faites, même si, bon, évidemment... Non, mais j'essaie de rester ma partie solution. Donc, on essaye de voir le verre... Il faut agrémenter le fond d'eau dans le verre. Cette culture décoloniale, il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle devienne plurielle. Et un film sur Fanon ou 2 films sur Fanon, c'est pas encore assez, mais c'est un début. Moi, je voudrais qu'on parle aussi voilà, on a fait ce constat du manque de diversité, de représentativité. Par exemple, un réal ou une réale blanche, cisgenre, ou un scénariste ou une scénariste qui se dit « Tiens, j'ai envie de mettre de la diversité dans mes histoires parce que je sens que j'en ai pas assez et que c'est important, c'est le moment. » Et qui se dit « Mais je sais pas comment faire parce que j'ai peur d'être raciste ou j'ai peur de pas savoir comment faire. » Mais c'est une vraie question. Comment finalement ça se passe? Et moi j'aimerais bien qu'on en parle peut-être avec des réalisatrices blanches et de se dire qu'est-ce qui pourrait gêner
mais vraiment dans la pratique, vraiment sans aucun jugement. Qu'est-ce qui pourrait gêner, qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui l'est moins dans cette démarche? Alors, pour parler de mon expérience, moi, mon premier long métrage, je l'ai fait donc avec des actrices racisées. Et je pense que, et c'est un peu un appel, et un des outils que j'ai envie d'apporter, moi, comme dans les solutions, c'est notre place d'allié dans cette lutte. Je pense qu'elle est fondamentale et qu'on a moi je le considère que c'est un devoir, mais c'est pas seulement un devoir. Je sais que je suis une personne privilégiée. Il faut savoir laisser la place et la parole à d'autres. C'est la moindre des choses, mais il y a un vrai besoin et un appel que je lance à ça à tous les alliés. Je pense qu'il y en a dans cette salle. Et moi, l'idée de réaliser un film avec comme protagonistes des femmes racisées, c'était un vrai désir, et je savais que ça n'allait pas se faire juste avec moi, mon regard en surplomb de réalisatrice sur ces femmes et sur leur expérience, une part de leur expérience évidemment que j'ignore. Donc il s'agit simplement d'accepter de sortir de son confort, de poser des questions, d'être bête face à cette ignorance, l'accepter, l'embrasser, mais en règle générale, c'est de sortir de sa zone de confort, et je pense que tout le monde en est capable. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est possible si on accepte d'arracher ou de détrôner cette place du monstre sacré, du réalisateur tout-puissant, et qu'on pense la création en collaboration. Et une fois qu'on a établi ça, je pense qu'il est vraiment possible de travailler avec des personnes racisées. Ce ne sont pas je veux dire, ce sont des personnes, comme tu le disais. Il y a une âme. Oui, voilà. En fait, on peut communiquer, quoi. Non, mais je veux dire, il y a un truc qui fait peur, et j'entends souvent des gens qui disent « Mais moi, je ne peux pas me permettre d'écrire des personnages racisés parce que je ne me sens pas légitime. » Je pense que c'est le moment où simplement il faut accepter d'être dans l'inconfort. Et il y a quelque chose de très joyeux là-dedans. Éléonore, peut-être? J'avais juste un conseil, en tout cas de loin, c'est de se dire qu'il faut aussi sortir du sujet. La représentation de la diversité n'est pas forcément un sujet, justement. Et moi, là-dessus, j'ai été extrêmement touché cette semaine de découvrir le film d'Avril Besson, Les Matins Merveilleux, où justement la question de la représentation trans n'est pas un sujet, en fait. Et du coup, c'est aussi, je pense, un dialogue entre la direction de casting et la réalisation que de se positionner sur une représentation qui est autre, plutôt que d'aller chercher des canevas extrêmement simples et dont qu'on a l'habitude de voir à l'écran. Victoire, après Tadeo. Moi, je me dis aussi que un des outils, c'est vraiment de regarder en face l'héritage raciste colonial qu'on a reçu, et pas essayer de le contourner, dans le sens, oui, il y a cette question-là, on va se faire avoir, et puis peut-être, du coup, s'entourer, la question du lien, s'entourer au maximum, quoi. Moi, je sais que, en tout cas, sur le film que j'ai réalisé, j'ai filmé pour la plupart mes amis, mais j'ai pas échappé à des moments d'inconfort, et je pense que j'ai raté des choses. Et en fait, work in progress. En fait, faut aussi un peu redescendre du. Mais par contre, faut la réflexion, faut pas se dire ouais bon j'ai raté et tout. Je pense qu'il y a des outils. Enfin, par exemple, cette table ronde, c'est un outil. Voilà. Tadeo? Oui, tu dis redescendre à juste titre, parce qu'en fait, c'est accepter, en tout cas s'exercer à l'humilité qu'on ne peut pas tout connaître. Et donc, oui, tout ce que vous venez de dire, je plus sois. Et l'étape d'après, c'est très vite se renseigner, au sens se documenter, quoi. Il y a plein de manières de se documenter, que ce soit parce qu'on ouvre Google et qu'on tape des mots-clés, que ce soit aller rencontrer les gens dans leur propre communauté, faire de l'immersion journalistique. Et il faut vraiment déjà d'abord prendre conscience qu'on est en position de pouvoir et que c'est ok, on n'est pas une mauvaise personne parce qu'on a des responsabilités et on a l'espace de pouvoir se mouvoir en tant qu'artiste à peu près comme on veut. Mais donc, une fois qu'on s'est responsabilisé là-dessus, c'est aller au bout de ce geste de la responsabilité et au moins se renseigner et bien sûr se collaborer au sens avec des consultants, voire des co-scénaristes. Et ça vaut vraiment pour tous les créateuristes, que ce soit scénaristes, réalisateuristes, producteuristes aussi. C'est vraiment essentiel. Et je voulais dire un autre truc, mais je voulais parler des castings. Oui, c'est ça. Que bien sûr, il est vraiment plus que très grand temps de repenser les histoires et donc les rôles de manière ouverte. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison que
le rôle d'un chirurgien soit pas joué par un homme noir, par exemple. Enfin, vraiment, je ne vois pas pourquoi. Donc, il faut vraiment être proactif, encore une fois, mais se saisir de cet exercice, encore une fois, de quand on est créatif, de relire nos histoires. C'est OK d'avoir des réflexes, parce que on est tous dans le même bateau, il y a un imaginaire qui a été construit avant qu'on arrive, et donc on a été éduqués là-dedans, on a tous des mauvais réflexes, mais une fois qu'on a ce premier jet qui est sorti, au moins relire et se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et j'ai ces consciences-là, et j'ai des outils désormais pour pouvoir agir au mieux, et donc je vais faire un effort, et je vais vraiment me dire, voilà, là j'ouvre et je caste ce qui n'est pas usuel de caster. Tu voulais compléter en quelques mots peut-être, ou Juliette? Oui, non, moi je voulais vous raconter une micro-anecdote, mais c'était pour passer après à l'autre partie, quoi. Mais moi, à un moment, on m'a demandé, toi, si tu avais un grand rôle que tu aimerais jouer, ce serait quoi? Et moi, je panique généralement quand on me demande ça. Et j'ai dit Antoinette dans les Cévennes. Et Antoinette dans les Cévennes, pourquoi? Parce que c'est juste une femme qui part sur un âne avec des amis, et que ça n'a rien de politique, ça n'a rien de... Et c'est le pouvoir de faire ça, pouvoir de raconter ça. Et en tant que personne minorisée, on est souvent, des fois, amené à vendre des choses. Moi, par exemple, on me relègue toujours dans la publicité, parce que vendre une carte bleue, vendre une voiture avec un sourire et tout, ça passe. Mais par contre, pour raconter des histoires, là, il n'y a plus personne si ça ne sert pas une case, une catégorie. Et voilà, et je pense que ça participe de ça, de se dire qu'on a juste envie aussi, des fois, de faire de l'art et de faire des belles choses. C'est un prolongement de ce que tu viens de dire. La question était, est-ce que les femmes blanches peuvent raconter des histoires avec des personnes racisées? Et moi, j'inverse. Est-ce que des personnes racisées peuvent raconter des histoires de blanches? Parce qu'on nous attend toujours dans des histoires de victimisation, de femmes violées, de femmes prostituées, toujours racisées. Alors quand c'est une femme racisée qui essaie de mettre en scène une femme blanche ou un homme blanc, parce qu'après tout, les histoires, on en voit tous les jours, là, vous avez à chaque coin de rue une histoire à raconter. Pourquoi est-ce que je devrais raconter que des histoires de femmes arabes ou de femmes noires ou de femmes ou d'hommes, en fait? Donc c'est ça le cinéma. Normalement, il doit y avoir une espèce de je ne sais pas, de crénage, c'est-à-dire que jusqu'où on peut aller. Et je pense que justement, on ne peut pas aller vraiment très très loin. On nous attend là où on doit aller. Et c'est cette espèce de censure que nous, on intègre nous-mêmes, c'est-à-dire cette autocensure. On a commencé par parler de ça. Et moi, je pense que la solution, c'est ça. C'est de s'autoriser, de s'obliger même à aller là où on ne nous attend pas. Et je pense que c'est ça un créateur ou une créatrice. Merci. Marie, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste rebondir rapidement sur la partie aussi où justement on écrit les histoires et où en fonction de comment on se positionne dans la société, on a forcément des biais. Et on sait tous et toutes ici que pour ceux et celles qui écrivent, on est obligé de demander des retours. Et là, pendant qu'on parle, je me dis tout simplement, réfléchissons autour de nous. Qui est-ce qu'on a qui n'est pas dans la même position sociale que nous, et quel pourrait être le regard de cette personne sur ce qu'on écrit? Et quand on n'en connaît pas, parce que ça arrive souvent, demander autour de nous, parce qu'il y a forcément quelques personnes qui connaissent des gens. Et je parle en mon nom, mais en tout cas, moi, j'adore quand on me pose la question, et je pense qu'on est plusieurs à être très contents d'être concertés par rapport à ce qu'on ressent des histoires qui ont envie d'être racontées. Donc c'est aussi une manière de se prémunir de potentiellement faire des choses heurtantes. Jeanne, avant de parler de distribution. C'était juste un exemple. En fait, c'est au théâtre. Et il y a une metteur en scène belge. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elle était belge. J'ai joué dans sa pièce. J'ai joué Shakespeare. Et j'ai joué Molière. Et j'ai joué le rôle d'un homme blanc. mais c'était vraiment agréable, en fait, parce qu'elle ne s'est pas posé la question. En fait, elle cherchait un profil. Et on était tous mélangés. Et comme quoi ça peut bien se passer, en fait. Parce qu'à aucun moment, elle a dit Molière, c'est que des blancs à l'époque. Non, elle avait besoin, elle nous a fait faire un petit casting, elle avait besoin de ces rôles-là. Et c'est vrai qu'en Angleterre, c'est beaucoup comme ça. En Angleterre, il n'y a plus de couleur, en fait. Quand il y a un casting,
tout le monde passe le casting. Ouais, d'ailleurs, avant de donner la parole à Inès, pardon, je voulais parler aussi du rôle important des directeurs et directrices de casting, comme le travail que fait l'ARDA, sur justement comment aussi on peut faire des contre-propositions quand on est directeur, directrice de casting. En fait, pour un rôle d'homme, on peut très bien imaginer quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est aussi à elles et eux de faire preuve d'imagination et aussi aux réalisateurs et les réalisatrices d'être sensibles à ça. Inès. Et d'aller voir juste les personnes racisées qui jouent et qui sont formées avant de sauter sur les castings sauvages. Oui, ça aussi, c'est un... Ça serait important. Voilà. La prochaine table ronde l'année prochaine, on va revenir sur ça. Oui, j'allais dire, moi je conscientise quand même que le cinéma français, c'est un cinéma qui s'est construit sur le cinéma du réel, quoi. On avait besoin de réel. Donc, si on voulait des personnages de cité, on allait dans la cité, on allait les chercher. Et aujourd'hui, on a quand même trop réduit le cinéma, qui est un endroit de création, comme l'écriture ou la musique, à non, mais ce qu'il y a dans ma tête, je veux forcément que ça colle avec des images physiques, quoi. Et on s'est refermé. C'est-à-dire que le cinéma, ça doit rester un jeu de la forme, un jeu des gens. Pour ton rôle, enfin, moi, je me dis, voilà, c'est ta voix qui a dû lui plaire et se dire, ta diction l'a intéressé. Et voilà, et retourner sur... de base, on est des artistes. Donc, c'est nous qui créons ce qu'on veut voir. Oui, ça pose la question aussi de la distribution de ces œuvres et leur diffusion. Et leur production. Et leur production aussi. Je ne sais pas si quelqu'un peut-être peut parler de ce sujet. Enfin, je ne veux pas vous obliger à parler du contexte actuel, mais... Voilà. Ariane, je crois que... Bon, on peut te passer un micro. Non, mais j'aimerais bien quand même vite fait, et ça va pas devenir le centre de la table ronde, mais on peut pas éviter le sujet Bolloré. On est à un moment très précis où c'est palpable le fait qu'effectivement du financement jusqu'à la diffusion, le cinéma français est vraiment en danger parce qu'il est là entre les mains d'un homme colon d'extrême droite qui a fait des médias déjà ce qu'on peut en voir. Et il y a de quoi s'inquiéter. Donc je pense que cette table ronde, elle est d'autant plus pertinente qu'on lutte déjà contre une forme d'effacement qui existe. Là, on doit être en alerte totale. Et je le relance, cet appel aux alliés. Il y a une soi-disant prise de risque pour les artistes de parler. Moi, je le fais depuis un moment. Tout va bien. J'appelle les actrices blancs et blanches à ouvrir leur bouche et à se battre. Parce que c'est pas l'année prochaine, quand Bardella sera au pouvoir, qu'il faudra venir pleurer. C'est maintenant qu'il faut se battre. Voilà. Donc c'est un vrai appel, un cri du cœur. On a les moyens de se battre. Victoire, peut-être tu veux réagir sur la question de pénalité du boycott. Sur quoi, pardon ? Sur le sujet. Ouais, c'est vrai que c'est là, donc on peut pas ne pas en parler, quoi. Moi, ce qui me trouble un peu, c'est... Enfin, et pareil, je lance le même appel, c'est-à-dire qu'il y a quand même 500 signataires... Plus là, ouais, la partie, mais beaucoup plus. Plus. Ah oui, beaucoup plus. Ils ont la nuit, beaucoup plus. cette nuit. Ah pardon. Ok. Putain, je suis à la on a combien si quelqu'un a le chiffre? Qui a 600 nouveaux. Ok, 600 nouveaux nouvelles. 1200, ouais. Ah, 1200. 1200. Excusez-moi, comment ça fait le jeu des chiffres là? 1600, qui dit mieux? 1600. Non, mais ça, du coup, c'est très joyeux en fait. Et je crois. Donc il y a des voix d'artistes et moi ça me paraît mais absurde. De lancer cet appel au boycott sur un travail d'auteur où c'est une fiction c'est un narratif qui est complètement inversé parce que de toute façon sans ces auteurs il n'y a pas de cinéma en fait. Donc voilà, il y a un petit truc et puis c'est quand même assez marrant. Moi, il y a un truc qui me trouble, c'est pas pour... Enfin, pardon, je vais être très rapide, mais la question on est d'accord aujourd'hui de lancer ce boycott-là, et pourtant, on a un grand problème à regarder où est-ce qu'il y en aurait besoin, et je pense notamment à la question de la Palestine. Dans l'histoire, par exemple, de l'Afrique du Sud, il y a eu un appel au boycott pour mettre fin à l'apartheid. Enfin, historiquement, c'est à ça que sert le boycott. En fait, c'est pas à silencier des voix. C'est à dire, en fait, là, on est, par exemple, dans le cas de la Palestine, dans un conflit où on est d'accord de tuer des enfants, on est d'accord de régir des vies avec des checkpoints, ce qui fait que... Enfin, pardon, je suis un peu émue sur la question, parce que
Le mois dernier, une étudiante palestinienne était chez moi et elle me racontait ce fameux truc des checkpoints où, en gros, dans un quotidien, ça rend un déplacement. Elle, pour aller à l'université, par exemple, elle met en réalité 5 heures. Et en fait, la vie des Palestiniens est quand même régie par ces lois-là, par un administratif organisé. Et du coup, aujourd'hui, ça a pris des proportions énormes, à savoir un génocide où des enfants sont tués. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un fait, quoi. Je comprends toute la difficulté de tout le monde, mais il y a quand même ça. Et donc, du coup, je ne comprends pas toujours très bien la logique et j'aimerais bien qu'on soit plus éclairé sur ça. On est d'accord de lancer un appel au boycott des auteurs, mais face à une armée qui commet un génocide et qui tue énormément d'enfants et qui n'ont pas d'armée là, pour se défendre, la seule arme qu'on a, c'est le boycott. Et quand même, le boycott, ça tue personne. Oui, qui est une arme qui marche bien, le boycott aussi, qui marche bien même dans nos industries, on le voit, qui marche. Oui, on le verra avec l'évolution de toute façon de cette affaire-là. Merci pour tes mots. Oui, merci beaucoup. Quelles pourraient être les autres alternatives, en fait, des solutions ? Il y a un truc que je voulais dire, c'est on ne se rend pas compte, nous, en tant que citoyens, de notre force. C'est-à-dire qu'il y a 600 signatures ou 1000, alors qu'il y a des grands artistes, il y a des gens qui sont connus, qui ont une force, qui n'ont pas peur de perdre leur boulot. Si nous, on se met tous ensemble, mais on va gagner. Que peut faire Bardella, Nopassara, hein? Que peut faire Bardella si tout le peuple français dit non? Et on est capable, on est plus nombreux qu'eux. De quoi on a peur? Ils ne vont pas nous tuer tous. Donc il faut qu'on soit plus fort, il faut qu'on ose aller, qu'on soit... On n'ait pas peur. Mais si on est un seul, il va, c'est sûr que... Mais si on y va tous, et le cinéma, pour en revenir au cinéma, le cinéma, c'est le reflet d'une société. Donc, on se bat pour le cinéma, mais on se bat aussi pour nous, pour le citoyen, on se bat pour tout le monde, pour que notre société soit plus juste et que des gens comme Trump ne gagnent pas. Inès, pour aller dans son sens, vous imaginez bien, en voyant cette richesse qui est devant vous, qu'il a fallu lutter contre du déterminisme social, lutter contre des inégalités, contre des injustices liées à la parité, etc. Et en fait, nous, on veut pas lutter seul, on veut être entouré. Et en fait, on veut vous dire, bon, si vous êtes la petite sœur qui a un petit peu peur, c'est pas grave. Il y a les grands qui sont là pour aller de l'avant, pour mener la lutte. Mais en fait, vraiment, faut regarder droit dans les yeux toute cette montée du fascisme et dire, en fait, je t'explique, on a libéré des continents. Donc tu vas pas commencer à essayer de refaire ce que tu as réussi à faire par le passé dans notre pays. Enfin, moi, je suis vraiment assez... j'ai envie de nous mobiliser, quoi, et j'y crois à cette mobilisation. Je pense qu'ils vont vite disparaître. Moi, je vais aller dans un truc un peu plus négatif, je suis désolée. On avait dit solution. Solution, Rama. C'était la partie solution. Oui, mais c'est une solution. Mais moi, je pense que le fascisme, c'est dangereux. Il ne faut pas minimiser. Le fascisme n'est pas né comme ça. Hein. Je veux dire, l'histoire se répète. On a des exemples. On sait jusqu'où ça a été. On voit que effectivement, c'est à la mode. Je sais pas. On l'a pas essayé. Ils disent pourquoi pas. On va essayer ça. Moi, je pense que le fascisme, c'est le fascisme, et que je veux pas être la seule à être concernée. Ni toi, ni Jeanne. Je pense qu'on est tous concernés. Et la solution, effectivement, c'est toujours et encore l'engagement. On n'a pas le choix. Et moi, le fascisme, je suis désolée, c'est pas un choix. Je vous le cache pas. Hein. Moi, je suis de plus en plus au Maroc. J'y trouve un peu plus de... Voilà, comment dire, la cool attitude ou peaceful, c'est hyper important d'être bien dans ce qu'on raconte et dans ce qu'on vit. Et c'est devenu, je suis désolée, moi je suis dans le cinéma depuis des années, j'ai commencé, j'étais toute jeune, j'ai fait de la radio avant. L'engagement ne me fait pas peur, sinon je ne serais pas là, je n'aurais pas monté un collectif. Mais sincèrement, ça devient insupportable et invivable. Quand on dépose des projets et qu'il faut à chaque fois les réécrire, à chaque fois les revoir, et que là, le fascisme est là. C'est une réalité, il a toujours été là pour nous. Mais là, il est politique, il est là. Bolloré, c'est une réalité, on lui a ouvert la porte, il est là, il n'est pas venu tout seul. Effectivement, l'argent facilite les choses, mais il n'est pas venu tout seul. Il s'est installé parce qu'il a pu s'installer. Ces idées-là, elles ont fait des petits.
Et moi, je pense que, effectivement, quel qu'il soit, le fascisme, Bardella ou un autre, pour moi, ça revient au même. Et s'il est là, ben moi, je suis désolée, mais moi, je m'en vais. Hein. C'est comme ça. Et ça me fait pas peur de partir parce qu'effectivement, bah oui, c'est comme ça. Rama, c'est que pour ce n'est revenir pas au cinéma aussi. Ce n'est pas notre on parle propre. de ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, ce n'est pas notre problème à nous. C'est aussi le problème de tout le monde. Moi, j'ai pas besoin de me réveiller le matin en me disant oui, le fascisme va me virer. C'est pas ça la solution. La solution, c'est que ça soit le problème de tout le monde, blanc comme noir, comme asiatique, etc., etc. Donc Merci. le fascisme, c'est pas de la tarte. Éléonore, tu voulais parler. On arrive à la fin de cette table Oui, pardon, ronde. sur justement la question de, l'extrême droite aujourd'hui, alors qu'ils ne sont même pas encore au pouvoir, utilise tous les outils qu'ils ont en leur possession pour démanteler, pour démanteler et attaquer justement les institutions culturelles dans ce qu'elles proposent de diversité, parce que évidemment il y a un constat qui est alarmant sur le fait qu'il n'y a pas assez de représentation de la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel, mais elle existe parce que justement, et je le disais tout à l'heure, mais on a des outils et on a des pouvoirs publics, un audiovisuel public encore une fois et tout ça, qui existent et qui sont très forts et qui portent ces sujets quand même à la télévision, dans les salles de cinéma, et toutes les acquisitions de France Télévisions le montrent d'une certaine manière, et la commission d'enquête par exemple parlementaire portée par Charles Aloncle en fin d'année dernière et qui s'est terminée récemment nous montre que justement l'extrême droite est prête à utiliser tous les outils législatifs en leur possession pour attaquer cela, et nous, et je le disais, c'est vraiment très important de se fédérer, de se structurer et de protéger et d'accompagner à la fois, faut que le monde du cinéma aussi protège cet audiovisuel public, que le monde du cinéma protège le CNC qui lors de la dernière alors il y a eu cette histoire d'une membre de commission qui a rompu le secret des commissions en disant les projets qu'elle n'accompagnerait pas en commission, mais derrière le CNC s'est fait attaquer, les membres, les personnes qui travaillent au CNC recevaient des menaces de mort quotidiennement. C'est très important. L'extrême droite elle est prête, elle est prête à attaquer. En face, le cinéma doit se fédérer et montrer qu'on est tout ensemble, vraiment, et tous ensemble, pour justement protéger quelque chose, une institution qui nous permet d'exister et qui nous permet de faire exister nos récits. Donc vraiment l'union. Ouais. Marie ? Merci beaucoup pour ce que tu dis, je suis absolument d'accord. Très rapidement, je voulais aussi dire, justement, quand on parle du CNC, etc., quand on apporte un point de vue décolonial ou autre, en fait, souvent, on doit justifier ou surexpliquer, parce que les personnes qui lisent nos scénarios et approuvent ou non le fait de donner des subventions à nos projets ne sont pas concernées. Et je me pose la question si même dans le guide que vous voulez le faire pour les institutions, il ne pourrait pas aussi y avoir cette question de, en fait, si tu te poses cette question, pose-toi encore une autre question derrière, c'est-à-dire, ok, est-ce que c'est pas mon biais d'être là en mode ah oui mais j'avais pas compris que le personnage était noir, ça change tout. Est-ce que ça change tout vraiment, plutôt que d'imposer ça encore aux auteuristes, aux réalisatrices qui en fait galèrent déjà à faire valoir leur point de vue, et que de ce côté-là il y a aussi une remise en question active, quoi. Du coup aussi oui, c'est ça, juste pour terminer là-dessus, Marie, c'est aussi qui critique quoi, qui donne le pouvoir justement que les choses se fassent. Et ça, c'est super important. Tu parlais de Zion et justement du fait que peut-être même les distributeurs ne misaient pas un copec là-dessus, même certains critiques disent « Ah, moi, ça m'a pas parlé, j'ai pas trop compris. » Et justement, pour ne pas enfoncer quelqu'un, je vais pas écrire dessus. Et bien ça, c'est de l'invisibilisation aussi. Et peut-être que décoloniser aussi la critique, c'est un moyen de justement mettre en lumière des récits, des manières de faire aussi qui vont être différentes que quelque chose de très schématique dont on a l'habitude de voir. Et ça, c'est aussi une très bonne solution et une responsabilité, je pense, de qui critique et comment on pourrait diversifier aussi cette critique. Et aussi peut-être, pour aller dans ton sens, je suis tout à fait d'accord, peut-être accompagner aussi en tant que public à la sortie des films qui traitent aussi nos sujets, en fait. Parce que la réponse qu'on a, c'est quand on s'adresse souvent à des distributeurs, je ne veux pas caricaturer, hein, bien sûr, mais que ça ne te fera pas d'entrée parce que les gens ne vont pas se reconnaître.
si on pousse aussi le public en salle, si nous-mêmes on encourage nos proches, nos communautés, à y aller, ça peut être aussi une solution. Je pense il y a des festivals qui existent, il y a les Assises Collectif 50-50, le Décolonial Film Festival. Décolonial Film Fest. Inès. Oui, par exemple, Divé+, donc, a l'habitude de faire des projections avec les scolaires. Et donc, d'avoir et de recevoir, que ce soit en période d'école ou même le week-end, des scolaires et de les inviter à voir d'autres films en présence des réalisateurs, réalisatrices. Bon, alors, nous avons beaucoup parlé. Oui. Maintenant, on aimerait bien aussi vous entendre sur ces sujets. Donc, surtout si vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre, des remarques. Pour rebondir, là, on passe à cette dernière partie de table ronde avec une personne ici. Et plein de mains qui se lèvent. Donc, on a une demi-heure. On va être intransigeante. On est désolé sur les temps de parole. On est désolé. Mais voilà. Bonjour, le meilleur panel du tout le marché. Merci. Merci. Marina Mathieu de la Coalition Média. Je représente des artistes professionnels autochtones, afrodescendants et racisés, francophones. J'aimerais savoir quelle manigance vous avez vue qui a fonctionné et comment pouvons-nous la reproduire? C'est-à-dire, entre vous, il y en a que c'est la première fois que vous vous rencontrez, mais d'autres non. Qu'est-ce que vous avez pu faire ensemble, deux organismes, deux collectifs qui ont fonctionné? Puis j'aimerais ça en entendre parler parce que moi, du Canada étant, on se parle n'importe quand, hein? Et public, non public, privé, non privé. D'accord? Je vous contacte. Qui veut répondre? Peut-être l'Interasso. Oui, l'Interasso et puis l'Interasso international de temps en temps. Et je pense que tu serais beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Mais le programme de mentorat, notamment avec le Portugal et l'Espagne que porte le collectif 50-50. Mais je te laisse en parler, Mathilde, parce que je pense que c'est aussi un outil justement international de lutte et de représentation. Oui, pour répondre brièvement, merci pour ta question. C'est vrai que effectivement, c'est la première fois qu'on fait un panel, mais on commence à se rencontrer régulièrement, à parler entre nous aussi. C'est important parce que jusqu'ici, chacune menait son action de son côté et puis on s'est rendu compte que c'était important de se mutualiser, pas créer une méga grosse asso, peut-être un rassemblement ou un collectif d'asso, mais aussi qu'on avance collectivement sur nos sujets. Et donc la rencontre, l'union, c'est très important et là c'est une première pierre. Je vais juste rappeler qu'on a fait la montée des marches ensemble l'année dernière. C'est vrai, je l'avais déjà oublié, mais on avait fait une montée des marches interassociative, effectivement. Peut-être une autre question du public? Bonjour, moi j'ai pas de questions. Vous êtes où? Ah voilà, là, merci. Je suis là. Myriam Amari, directrice de casting, membre de l'ARDA, et j'ai beaucoup d'imagination. Alors quand je lis un scénario, je ne le pense pas en termes de personnages féminins, masculins. J'ai travaillé 6 ans sur Plus belle la vie et personne ne m'a jamais dit qui je devais mettre, qui je devais voir. On a mis un juge noir, on a eu des personnes en situation de handicap. On a fait tourner le premier comédien transgenre. Et je trouve que c'était intéressant parce que nos récits font aussi notre société. Ce n'est pas qu'une question de reflet de société. C'est que les récits font société et que c'est important de le dire et que en tant que directrice de casting et je pense aussi représentant l'ARDA, nous sommes là aussi parce que nous sommes alliés et c'était mon petit vous inquiétez pas, on est là. Merci. Oh. Une autre parole? Le micro arrive. Je voudrais répondre par rapport au casting quand même. C'est vrai que Plus belle la vie, ça existe, c'est très bien. Moi, j'ai toujours souvenir de voir pour les rôles caucasiens. C'est vraiment un terme qui m'a vraiment fait réfléchir à chaque fois. Voilà, je voulais juste dire qu'il faudrait quand même que ce terme, je ne sais pas où on en est avec ça, peut-être que l'ARDA... L'ARDA a mis une mesure en place justement qui bannit ce genre de pratique, en fait, de préciser la couleur de peau. Enfin, c'est dans quel secteur en France on s'autorise le racisme, en fait. Non, mais c'est un vrai sujet. Hein. C'est illégal, en fait. Et jusqu'ici, il y avait cette question-là. Et merci à l'ARDA pour ce travail-là, justement, que vous menez. Du coup, pour la question, je ne sais pas qui voulait la poser. Oui.
Hello, I'm Shirin. I'm a film producer. I just wanted to, as somebody mentioned that it's about telling their own stories and not other people making films about other cultures. And I'm at the moment working on some kind of this topic, but we are hitting a wall because like for indigenous people, it's often not possible to hand in for like mentoring or labs or script writing labs because I have to check the box, where am I from? And then in my case, I'm working with Western Sahrawis. There is no box for Western Sahara. So and Algeria often is not eligible for handing in. So how do these people getting opportunities to tell their own stories because they have an own culture, own language, own music, own history, and these stories are going to vanish somehow because they are not getting the possibilities to tell their own stories. And even like Locarno is not, they have the open doors for African countries, but not for Western Sahara. So it's like difficult how to get indigenous people to tell their own stories, to not getting vanished, not colonized by films of Spanish and French people. Yeah, it's not a question, just a little statement. Sorry for that. Oui, alors merci beaucoup. Juste une question, je suis productrice et justement à un moment donné, quelqu'un a parlé du fait de raconter, de comment les personnes peuvent raconter leurs propres histoires, voilà, quand il s'agit des peuples autochtones, indigènes, etc. Comment faire pour raconter nos propres histoires, puisque dans mon cas, je suis de le Sahara de l'Ouest et par exemple pour postuler à des programmes de mentorship, etc., souvent on doit cocher des cases et concrètement pour moi il n'y a pas de cases, donc je ne me retrouve pas dans la possibilité de faire ces demandes-là et comment faire quand on est dans ce cas, même auprès des grands festivals comme Locarno ou ici, on se retrouve face à un mur. Est-ce que vous avez des réponses? Merci beaucoup et pour cette traduction mais parfaite. Merci beaucoup. D'ailleurs, on peut l'applaudir pour son travail de traduction aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Une réaction sur le plateau? Quelqu'un veut réagir? Vas-y. Je réponds en français du coup Oui, tu peux répondre. Okay. Oui, j'hésitais à prendre le micro parce que ma réponse n'est pas fameuse, donc j'espérais qu'il y aurait une réponse avec plus d'espoir, enfin en tout cas plus avancée que celle que je vais faire. Malheureusement, moi, la seule fenêtre que je vois, je suis désolé, hein, c'est assez malheureux comme constat, mais c'est d'abord de passer par la formation des institutions. Il y a un vrai manquement, hein, c'est un peu le même problème, nous, qu'on a observé chez Représente Trans. Les institutions, que ce soit les festivals, mais aussi les financeurs, alors je ne sais pas ce qui existe au Samoa, mais par exemple le CNC en France, il y a dans toutes ces institutions, ces organismes, ces structures qui aident au développement, qui accompagnent le développement, il y a un vrai problème de manque d'outils, de compréhension pour comprendre ces nouvelles histoires en fait qui n'existent pas encore. Donc malheureusement, moi, la seule fenêtre que j'ai pu constater aujourd'hui, c'est qu'il faut d'abord commencer par les former, les informer que tout ça existe et leur expliquer, voilà, enfin témoigner, se rencontrer et par ailleurs, en même temps, parallèlement, quoi, un peu comme dans le militantisme, passer d'abord par des circuits autonomes. Alors voilà, hein, c'est pas des circuits où il y a de l'argent et c'est des circuits compliqués et de solitude, quoi, mais d'abord passer par l'autonomie, par les collectifs de personnes concernées, ils sont déjà investis dans ces ambitions et dans ces luttes, et puis petit à petit se rencontrer, se fédérer, s'organiser et ensemble trouver des solutions plus concrètes, plus dans l'actualité, quoi, comment on fait après pour s'infiltrer. Mais malheureusement, le constat que j'ai pour l'instant n'est pas très... Je voudrais compléter. Parmi notre collectif, il y avait Sophie Gergaud qui a travaillé sur les cinémas des autochtones. Elle a écrit un livre qui s'appelle justement le cinéma des autochtones et elle a un festival qui est basé à Nantes qui s'appelle De la plume à l'écran. Donc je vous invite peut-être, et qui est vraiment son bouquin, il est très très important. Nous on l'avait invité pour une table ronde qu'on avait fait au Festival d'Amiens où justement les réalités des cinémas des autochtones ressemblent énormément à ce que l'on vit en tant que racisé en France. C'est exactement les mêmes problématiques, les mêmes représentations.
Donc je vous invite peut-être à la contacter, Sophie Gergaud de La Plume à l'écran. Merci pour la ressource, Tadeo. Juste pour compléter, en fait, je finis mon truc. Dans la rencontrer, c'est rencontrer les alliés. Même si ce n'est pas des gens qui sont concernés directement par les identités ou les histoires que vous voulez raconter. Vraiment, ça existe. Je vous assure qu'il y a des gens qui ne sont pas concernés, mais qui vont avoir envie de vous aider et qui, même si ces personnes ne vont peut-être pas travailler in fine sur votre projet, peut-être cette personne aura une idée, aura un contact, aura une piste. Et de rencontre en rencontre, on y arrive. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ou réaction? Là, j'autorise les réactions parce que les fameuses interventions du type « Non, c'est pas une question, c'est une réaction », d'habitude, ça m'horripile. Mais là, on est de bonne humeur. On a dit qu'on était du côté des solutions. Donc, allez-y si vous avez des réactions aussi. N'hésitez pas. I just wanted to add something to that maybe. So it would be just easy that the fundings opportunities should just stop funding films of cis persons playing trans people, or like, I don't know, just having like colored people only for the colored role. So it would be easy just to change the funding system, or putting more persons of color, of trans, of every discrimination thing into the juries, so they just decide they're deciding the films. So just change the juries of the funding opportunities maybe, and then we would have more diverse and better films maybe. Et juste pour ajouter une dernière chose, je pense que la chose la plus facile finalement à faire, ce serait de changer la structure de financement et de faire en sorte que les personnes qui décident des financements arrêtent de financer des films où des personnes cis jouent des personnes transgenres par exemple, ou des personnes racisées sont castées juste parce que elles ou ils sont racisés. Donc à mon avis, la manière la plus facile de changer le système serait d'arrêter de financer ces films-là et de changer les jurys. Et peut-être qu'on aurait de meilleurs films aussi. Victoire, Inès et Léonore, il y a du monde qui veut répondre à la question. Pardon. Moi, j'ai pas de réponse très construite, mais en tout cas, ce qui est sûr, si on va plus profondément pour fabriquer un film avec un autre narratif, pour moi, ce qui est au cœur, c'est la question du lien. Comment être véritablement en lien. Et là, par exemple, dans un endroit comme Cannes, on est vraiment à l'endroit où on pense que c'est impossible. À toutes les étapes, on nous rappelle une espèce de forme de hiérarchie ou de ça se passe comme ci, comme ça. Et donc moi, je me dis comment on peut aussi détourner cette idéologie au quotidien. Et par exemple, moi, une de mes solutions, ça a été, à côté de participer à un lieu collectif où toutes les décisions se prennent collectivement, où il y a des artistes, mais participer à ça, en fait, a changé, parce que du coup, tout est voté collectivement, enfin, c'est un squat pour artistes, et participer à ça et ancrer ça dans mon réel et dans ma vie fait qu'on peut plus se comporter dans des lieux comme ça, ultra capitalistes, de la même manière. Et c'est peut-être un tout début de rendre le truc incohérent quelque part. Inès, tu voulais réagir? Éléonore? Oui, sur le sujet justement des commissions de financement et sur les jurys de festivals qui récompensent les films qui vont être sur le marché ensuite, et bon, notamment à Cannes. En fait, on sait par exemple implicitement que Cannes sélectionne pour son jury des cinéastes ou des personnalités du cinéma qui ont été primés par le passé. Donc en fait, ça pose aussi la question des comités de programmation du festival de Cannes, notamment sur justement le festival. C'était, alors aujourd'hui il y a une charte des festivals du collectif 50-50 qui est beaucoup sur la parité et qui demande aux festivals de rendre public leur comité de programmation, et on se rend compte, et on en a parlé pendant la table ronde, mais que quand les comités de sélection sont paritaires ou sont représentatifs de la diversité, en fait d'un coup les œuvres sélectionnées sont beaucoup plus diversifiées, et donc en fait c'est une machine vertueuse qui se génère un peu toute seule, et en plus en France on a quand même
quelque chose de très compliqué qui est la politique de l'auteur, qui date de 70 ans maintenant, quasiment. Et en fait, la politique de l'auteur, elle empêche quand même, d'une certaine manière, de pénétrer justement les instances décisionnaires sur les financements, en tout cas les financements publics du cinéma. La question avait été posée au CNC de qu'est-ce que vous faites pour former vos membres de commission au biais racistes, au biais discriminatoires de manière générale, au biais sexiste et tout ça. Et en fait, la réponse en face, elle est de le CNC est là pour organiser la libre discussion de ses membres, mais ne peut pas s'impliquer dans le financement. Et après, c'est peut-être à nous, et on a une chance là-dedans, c'est que les comités sont tous publics, que ce soit les comités de sélection de programmation dans certains festivals signataires de la charte, mais aussi les comités de financement au sein du CNC, ils sont publics, et on vous invite tous et toutes à créer des formations et à leur envoyer ou à leur proposer justement sur leur biais pour rendre les financements plus justes, plus diversifiés. Pour réagir justement sur les commissions de sélection de financement au CNC, pour aller dans leur sens, du coup, il y a aussi une diversité de métiers qui est importante. Il y a aussi bien des distributeurs que des exploitants, des scénaristes au sein d'une même commission, et ça permet déjà une première diversité des regards. C'est déjà ça. Voilà. Peut-être on prend une autre intervention. Merci, thank you. Thank you for this panel, very inspiring. How do we reach out across borders? I am here with Reclaim the Frame for gender equity in the UK industry, and Screencraft Works, which offers mentoring, global mentoring across borders. How can we make it better that we are all working together, because we all need to fight fascism and colonialism and everything and make equality. So how can we all reach out? Oui, merci beaucoup pour cette table ronde qui a été très inspirante. Ma question est comment faire pour se connecter, pour rentrer en lien au-delà des frontières, puisque moi je suis là avec l'association Reclaim the Frame pour l'égalité de genre dans le Royaume-Uni, et on doit tous et toutes lutter contre le fascisme dans tous nos pays respectifs. Donc la question est comment se rencontrer au-delà des frontières pour travailler ensemble, quoi. Moi, ça m'intéresse de réagir. Déjà, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est principalement des personnes pas françaises qui réagissent en disant il faut absolument qu'on fasse des choses. Pour moi, ça en dit long. Et je pense que, à voir, parce que là, on n'a pas vu plus loin que cette table ronde, mais moi, j'ose espérer que quand même c'est le début de quelque chose et que ça pourra aller au-delà, évidemment, des frontières, parce que c'est vrai qu'on est dans un problème qui est global. Donc, il faut échanger les contacts, on est aussi là pour ça, voilà. Je profite de la présence de Fanny Kazimaker, qui est la déléguée générale du collectif 50-50, parce que j'aimerais que il y a des initiatives qui commencent à émerger justement à l'international. Est-ce que tu peux citer la chose un peu coordonnée avec Sima, s'il te plaît, en parler un... Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Il y a un nouveau Global Network qui vient d'être créé. Je crois que Reclaim the Frame est justement en train de rentrer dans le mouvement. Ça s'appelle Equality Network in Film. Il y a un site internet qui a été créé et il y a un premier online séminaire qui a été fait la semaine dernière. Avec des premières conférences et masterclass sur les questions féministes et antiracistes. Donc si vous êtes des organismes œuvrant pour l'égalité et l'inclusion, n'hésitez pas à rejoindre ce Global Network. Et voilà, l'idée c'est de faire ensemble du plaidoyer au niveau international et de s'entraider sur les différentes actions concrètes qu'on peut mettre en place à la fois chacun dans son propre pays ou son propre environnement, mais aussi ensemble en uniant les forces. Voilà, je ne sais pas si tu voulais compléter, Mathilde. Non, merci. Éléonore, avec Juliette. Oui, non, voilà. J'allais dire aussi que il y a vraiment quelque chose de très précieux dans l'interassociatif, et même je vois à l'échelle de l'ADA, on a pu avoir des liens avec d'autres associations étrangères, des associations italiennes, et de se dire aussi tiens, nous on a tel cas ici, vous comment ça se passe dans tel pays, et de continuer à dialoguer ensemble
parce qu'on trouve en effet énormément de similitudes et des fois il y a des avancées qui se font dans des pays avant, dans d'autres non, et c'est comment on peut aussi se parler, se donner des astuces, des petites magouilles comme disait la personne devant qui est partie, et c'est super précieux aussi de se rencontrer et juste de s'envoyer un mail et de se dire bonjour, on est à l'assaut, on sait que vous faites la même chose de votre côté, est-ce qu'on pourrait discuter quoi? J'en profite parce que tu parles de l'ADA pour interroger Ariane justement, c'est sur les synergies même en dehors de l'associatif avec d'autres comédiennes parce que tu travailles beaucoup à l'international. Est-ce que c'est une discussion que tu as parce que tu parles de l'ADA, est-ce qu'il y a d'autres équivalents en Europe ou dans le monde? Moi comme je suis française mais que j'habite en Grèce, on est un peu en train de monter l'ADA grec là. Donc l'ADA va commencer à faire peut-être des bébés en Europe, ce qui serait très joyeux, mais effectivement les problèmes qu'on rencontre en France sont les mêmes que dans d'autres pays, c'est toujours malheureux de le constater, ça prend peut-être des formes différentes avec certaines particularités culturelles, mais évidemment les luttes sont communes et on commence déjà à faire des ponts entre ce peut-être futur ADA grec et l'ADA, et comme tu le disais Juliette avec l'Italie, mais l'idée de rassembler nos forces, on a créé ces panels, ces tables rondes pour ça, et c'en est la preuve, et je pense que ça peut se faire à une grande échelle, et c'est galvanisant. Ouais. Je voudrais juste parler de notre collectif, les cinéastes non alignés. On a fait table ronde aussi au FESPACO, donc là c'est plus Ouagadougou, donc on fait aussi, on a aussi des contacts avec des associations marocaines, et là c'est plus en termes de violence sexuelle, égalité de genre. Évidemment, il y a ce rapport entre le nord et le sud, où on parle toujours du point de vue de l'immigré avec nos pays d'origine. Parce que c'est important aussi, cette espèce de sortie de ce fantasme de l'immigré dans les pays du nord. Donc on est là aussi pour témoigner dans le sens inverse. Et ça, c'est important de sortir toujours des espèces de fantasmes de qu'est-ce que c'est que l'immigré. Parce que bon, l'immigré aujourd'hui... c'est les migrants, on dit les migrants, nous on est issus de l'immigration, et qu'est-ce qu'on raconte de nous aussi, même dans nos pays d'origine. C'est important aussi de toujours, cette espèce de curseur de rétablir un peu les vérités, ou en tout cas notre vérité. Donc oui, on travaille aussi, on essaie de travailler avec les pays dont on est issu. Une autre intervention peut-être? Il y avait une question ici, oui je crois. Oui. Bonjour. Yoann Goujon, je suis comédien au syndicat français des artistes interprètes CGT, qui lui-même est affilié à la Fédération internationale des acteurs. Alors, je voudrais rappeler très simplement que la CGT et les syndicats ont permis que le Festival de Cannes puisse exister, puisque ce sont les travailleurs CGT qui ont construit bénévolement le premier palais du festival, et la CGT qui a financé la première édition du festival. Les syndicats ont la légitimité, mais aussi la responsabilité de négocier les accords collectifs, les accords des conventions collectives, et donc les droits liés à la protection sociale et au sujet que vous avez abordé actuellement. Nous avons au syndicat français des artistes interprètes un groupe de travail, par exemple, sur l'antivalidisme, un groupe de travail sur l'égalité des genres, un groupe de travail sur la lutte contre le racisme, et nous avons observé une sous-représentation des personnes racisées, notamment dans les syndicats. C'est une problématique que nous nous posons et que nous devons résoudre. Et ceci est aussi un appel aux personnes qui veulent rejoindre les syndicats, y apporter leur réflexion. Voilà. Et par ailleurs, le syndicat français des artistes interprètes est aussi fédéré à la Fédération internationale des acteurs, avec laquelle nous échangeons régulièrement avec toutes les organisations et syndicats des pays, puisque ça représente à peu près 80 organisations dans 60 pays, sur toutes ces problématiques-là. Et plus nous serons nombreux au sein des syndicats dans lesquels nous essayons d'avoir une unité avec une pluralité la plus large possible, plus nous serons nombreux et plus nous pourrons obtenir de droits. Merci. Merci.
Une autre intervention. J'en profite aussi pour réagir rapidement. Merci pour cette intervention. Effectivement, on a tendance à oublier le rôle des syndicats de plus en plus. Et peut-être un début d'élément de réponse sur pourquoi il n'y a pas assez de personnes non blanches dans les syndicats. Il y a aussi la question de la notion de charge raciale où déjà on essaye de se débrouiller dans une industrie qui parfois est hostile. Donc ça demande encore un effort. Donc c'est peut-être une des réponses. Mais quand même, merci pour cet appel. Je veux juste rajouter un truc. Du coup, c'est effectivement là que moi je rappelle mes collègues blancs et blanches à se syndiquer massivement. On a aussi une responsabilité là, évidemment tout le monde, hein, mais cette charge raciale, elle est réelle. Et il nous reste du temps, d'espace quand même et d'esprit pour se syndiquer et pour s'engager. De toute façon, on est tous blacklistés, donc autant aller jusqu'au bout, quoi. Merci. Victoire. Je trouve ça très intéressant puisque cette question, parce que je trouve que, par exemple, dans le théâtre subventionné, il peut y avoir une instrumentalisation de sujets politiques. Et des fois, il peut y avoir des dérives avec comment certains directeurs vont être très politiques dans leur spectacle et très peu dans le réel. Et du coup, je pense que c'est vrai que si au sein des syndicats, il n'y a pas, comme on est autour de cette table, différents points de vue, ça va être très compliqué de répondre à ce MEDEF-là. Voilà. Merci. On va prendre une dernière question avant de conclure cette table ronde. Une dernière intervention. On peut proposer à nos... Ah. Oui. Ah. Bonjour, je suis Clémentine Charlemagne, ancienne membre du CA du collectif 50-50. Merci, c'était génial. Et Éléonore, tu as parlé de l'importance du CNC, de combien il était attaqué. Et en fait, je ne sais pas si parmi vous, les personnes ont entendu l'interview de Gaëtan Bruel hier matin sur France Inter. Le président du CNC, pour ceux. Président du CNC. En fait, l'interview, avant que l'interview commence, le journaliste a commencé par dire voilà, vous êtes président du CNC, donc fleuron et joyau de l'exception culturelle pour certains et cible à abattre d'entre-soi ou quelque chose comme ça pour d'autres. Et l'interview démarre. Et en fait, moi, ce qui m'a super choquée à ce moment-là, c'est qu'on met exactement sur le même plan des faits qui sont prouvés par 80 ans d'existence du CNC, d'une institution qui rayonne dans le monde entier, et une opinion portée par quelques personnes complètement dingues. Et en fait, je pense que la responsabilité qu'on a aussi, même si j'extrapole un peu avec le sujet là, mais en fait qu'on a, nous personnes blanches, mais tout le monde en général, c'est que face à l'opposition de je mets les faits et une idéologie exactement sur le même plan, j'accorde autant de temps dans ma phrase à une idée qu'à une autre, alors même qu'il y en a une qui est complètement minoritaire et non justifiée, non étayée, il faut absolument réagir à chaque fois. Et en fait, je comprends très bien que lui ait déroulé d'autres choses après, et voilà. Mais en fait, je me dis que nous, notre responsabilité dans l'année qui arrive, et les suivantes, mais au moins celle qui arrive, c'est vraiment à chaque fois que quelqu'un nous parle et nous expose des idées qui sont de l'ordre de l'idéologie et qui les oppose à des faits, il faut jamais, jamais, jamais le laisser passer. Voilà, c'est juste ma maigre contribution. Merci beaucoup. Est-ce que je te laisse le mot de la fin, peut-être ? Le mot de la fin, c'est merci. Déjà, merci à toutes les personnes réunies dans ce panel. Merci à toutes les associations qui œuvrent vraiment masquées toute l'année pour protéger un cinéma, pour le rendre meilleur, pour réfléchir aussi à une société meilleure. Merci à vous aussi d'être venus. Aidez-nous, soutenez-nous. Et merci au marché du film, merci à la plage des Palmes, merci à toutes les équipes. Merci à Vini. Oui, à Vini, merci. Merci à toutes les équipes de la plage des Palmes aussi pour votre accueil merveilleux. Je vous souhaite une très bonne journée et que la lutte continue. Je sais pas quelle. Voilà.